L'invasion de la France n'a que quelques heures et son flanc est déjà exposé. Avant que la tête de pont puisse s'étendre, avant que les blindés puissent avancer à l'intérieur des terres, avant que le débarquement n'ait la moindre profondeur. Ce flanc doit être sécurisé immédiatement. En avant de Sword Beach se trouvent 2 ponts. Les atteindre à temps exige une précision que les forces aéroportées conventionnelles ne peuvent garantir. La vitesse compte, le silence compte, et il n'y aura pas de deuxième tentative. S'ils échouent, l'invasion ne s'effondre pas en un seul instant. Elle ralentit, se fragmente, et donne à l'ennemi une chance de riposter pendant que la force de débarquement est encore mince et vulnérable. L'invasion de la Normandie pourrait être écrasée avant même de vraiment commencer. En 1944, les planificateurs alliés ont compris que la guerre en Europe ne se terminerait pas depuis les airs ou la mer. Il faudrait un retour sur le continent, en commençant par la France, et un débarquement assez fort pour survivre aux contre-attaques qui suivraient. L'opération Overlord était le plan pour y parvenir, et son premier test était de maintenir la nouvelle tête de pont en vie dans ses premières heures. À l'extrémité du front de débarquement se trouvait Sword Beach, la plus exposée des zones d'assaut. Derrière Sword, le canal de Caen et l'Orne coulent presque côte à côte. Et pour les véhicules, ils auraient aussi bien pu être des murs. À l'est des plages, il n'y avait que 2 passages routiers rapides sur ces voies d'eau. Le pont du canal à Bénouville et le pont de l'Orne à Ranville. Tout mouvement majeur vers l'intérieur depuis Sord, ou toute contre-attaque allemande vers la mer depuis ce secteur, devrait passer par ces points. Le jour J, c'était des routes ouvertes, et les 2 devaient être fermées immédiatement pour que le flanc tienne. La formation blindée allemande la plus proche capable d'agir là était la 20 et une division Panzer. Si les ponts restaient aux mains des Allemands, cette division avait un réseau routier direct pour menacer les plages tôt dans la journée. Si les ponts étaient pris, tout mouvement serait ralenti, détourné ou brisé en poussées plus petites. Pour les Alliés, ces mêmes ponts constituaient la voie la plus directe depuis Sord vers Caen et l'épaulé de la zone de débarquement. Les saisir intactes avant même que les débarquements maritimes ne commencent était la première et la plus urgente mission dans la mission plus large de la 6 division aéroportée britannique sous l'opération Tonga. La garnison allemande responsable des passages de l'Orne, tirée de la 706e division d'infanterie et des unités rattachées, avait déjà des plans de démolition en place. Si les Alliés arrivaient sur ce flanc, les ordres étaient clairs. Détruire les ponts pour bloquer une sortie rapide depuis Sord et retarder l'accumulation assez longtemps pour qu'une contre-attaque se forme. Cela devait être réglé en quelques minutes. Avant même que les premières vagues ne se tournent vers la Normandie, la partie aéroportée d'Overlord était déjà considérée comme l'élément le plus susceptible d'échouer. Larguer des troupes derrière les plages de nuit nécessiterait de naviguer dans les intempéries et de chronométrer les largages sur territoire ennemi sans possibilité de corriger les erreurs une fois que l'avion aurait franchi la côte. Même au sein du quartier général allié, ce risque était ouvertement débattu. Le maréchal en chef de l'air, Trafford Leigh-Mallory, a averti Eisenhower que la phase aéroportée pourrait s'effondrer avant même de toucher le sol, estimant que la moitié des parachutistes et 1/3 des planeurs pourraient être perdus ou dispersés. Sur le flanc est, il ne pouvait pas se permettre un tel chaos. Ces premières heures dépendaient d'hommes arrivant ensemble et frappant vite. Alors seulement pourrait-il tenir des positions clés avant que les Allemands ne puissent se regrouper. Un largage parachutiste normal ne pouvait pas promettre cela. Et tout retard signifiait que ces passages étaient perdus. Alors les planificateurs alliés ont accepté l'avertissement de Leigh-Mallory. Au lieu de s'appuyer sur une large attaque parachutiste, ils ont choisi une frappe surprise par planeur. Les planeurs Orsa pouvaient être remorqués par des bombardiers, largués au-dessus de la cible, et amener des troupes d'assaut silencieusement dans un champ assez proche pour atterrir presque sur un point défendu. Ils ont échangé la sécurité contre la précision, ce qui était précisément ce dont la mission avait besoin. Puisque le plan dépendait plus de la vitesse que du nombre, la force d'assaut a été maintenue petite. 6 Orsa, 3 par pont, transportant une compagnie renforcée du 2e bataillon du régiment léger d'Oxfordshire et Buckinghamshire, avec des sapeurs du génie royal répartis dans chaque planeur. Après que les premiers planeurs aient atterri, le reste de la 6 division aéroportée arriverait pour se déployer et sécuriser la zone. Une fois le jour levé, les commandos de Sword pourraient avancer à l'intérieur des terres pour relever les têtes de pont et assumer la défense. À 0,16, le premier planeur Orsa s'est écrasé dans un champ normand à pleine vitesse, dérapant à travers les haies et le fil de fer avant de s'arrêter dans l'obscurité. L'atterrissage était si brutal et si proche de l'objectif que les soldats ont commencé à attaquer alors que des fragments de leurs planeurs fracassés tombaient encore autour d'eux. Quelques secondes plus tard, d'autres planeurs se sont écrasés sur la même bande.
En moins d'une minute, un coin tranquille de terre agricole à côté du canal de Caen est devenu un site d'accident et une ligne d'assaut. Les défenses allemandes du pont ont été prises au milieu de leur réaction. Les sentinelles ont couru vers des postes qui étaient déjà envahis. Les équipes de mitrailleuses ont essayé de tourner leurs armes vers les champs et ont trouvé des assaillants traversant la distance plus vite qu'ils ne pouvaient suivre. Les groupes d'assaut n'ont pas fait de pause pour échanger des tirs. Ils se sont dirigés tout droit à travers le bord extérieur de la position, dans les tranchées, autour des bunkers, sur la route. À Bénouville, les premières troupes ont atteint le pont en courant. Il y avait des tirs de l'autre rive, mais ils étaient déjà sur le tablier, puis en sont sortis à nouveau, prenant les deux extrémités avant que la garnison ne puisse se mettre en place. En parallèle, d'autres sections ont traversé le village et les routes d'approche, éliminant tout point qui pourrait prendre le passage en enfilade. Au même moment, de l'autre côté du canal, d'autres sections coupaient à travers les bâtiments et les points fortifiés qui pouvaient menacer le passage depuis le flanc. Le contrôle du pont signifiait le contrôle de tout ce qui l'entourait immédiatement. À l'est, à Ranville, le combat pour le pont a commencé en parallèle, mais les atterrissages n'ont pas été aussi serrés partout. Un seul planeur s'est posé à proximité. Un autre a touché le sol à environ 1200 mètres et un troisième a atterri loin de sa trajectoire près de Varaville, à près de 13 km. Même avec cette dispersion, l'assaut a tout de même atteint la travée rapidement et l'a saisie en quelques minutes. Les deux passages étaient pris en même temps et aucun détachement allemand n'avait le temps ou l'espace pour soutenir l'autre. Au moment où la ligne allemande plus large a compris ce qui s'était passé, les objectifs avaient déjà été saisis. Après la prise des ponts, une fusée éclairante allemande est finalement montée au-dessus du canal. À partir de ce moment, les têtes de pont étaient marquées dans le ciel. Chaque unité allemande à proximité savait exactement où le bord et de l'invasion étaient ancrés. Le périmètre autour de Bénouville et Ranville était encore mince. Les troupes de planeurs tenaient les passages, mais l'écran plus large se construisait dans l'obscurité, et les largages de suivi sont arrivés dispersés. Le 7e bataillon de parachutistes a atterri à travers des champs et des marais, et seulement environ 40% ont pu se rassembler avant l'aube. Les carrefours routiers et les périphéries des villages étaient couverts par quiconque parvenait à y arriver en premier. Il n'y avait pas encore de ligne de front nette, juste des positions dispersées, essayant de se chevaucher. La réponse de l'Allemagne est venue selon le rythme habituel contre les prises de position aéroportées. Chercher les brèches, puis appuyer. De petites patrouilles d'infanterie se déplaçaient à travers les haies et le long des chemins de ferme, testant les approches. Le feu éclatait sur un chemin, se taisait, puis éclatait à nouveau ailleurs. Alors que la sonde se déplaçait et cherchait une faille, alors que les premières lueurs approchaient, des moteurs ont commencé à gronder depuis la direction de Caen. De petits groupes blindés ont remonté la route de Lebissé vers Bénouville pour voir si le passage du canal pouvait être forcé avant que les défenseurs ne s'installent. Ils ont atteint les abords, sont tombés sur des tirs anti-chars soudains à courte portée et se sont repliés pour se regrouper. La route restait néanmoins bloquée. Sur le côté, des patrouilles ont essayé de contourner l'écran mince et d'atteindre les approches de Ranville avant le jour, mais les troupes aéroportées étaient déjà retranchées le long des chaussées et aux abords des villages. Leur position n'était pas parfaite, mais elle couvrait suffisamment bien les approches pour empêcher quoi que ce soit de passer rapidement. Chaque poussée allemande rencontrait des tirs, s'arrêtait et reculait. Quand les patrouilles essayaient de tâter le terrain, elles tombaient sans cesse sur des champs de tir qui se chevauchaient depuis de petits groupes postés dans les fossés, les haies et les bâtiments. La défense était approximative et inégale, mais elle tenait. Alors, le combat s'est installé dans une guerre d'usure sur terrain découvert. De petits groupes aéroportés tenaient les deux passages pendant que la pression montait de toutes les directions. Les patrouilles allemandes continuaient à tester la ligne et se faisaient repousser, et chacune faisait gagner à la tête de pont un peu plus de temps. Les troupes aéroportées ont tenu pendant les heures grises, attendant que la côte les rejoigne. Plus tard dans la journée, les commandos de Sword se sont finalement frayé un chemin jusqu'au pont et ont fait la jonction avec eux. Avec les renforts au sol, l'objectif de l'assaut nocturne est devenu clair. Avec les passages toujours intacts, la 6e division aéroportée britannique n'était plus une force isolée à l'est des plages. Elle est devenue partie du front principal, capable d'élargir ses positions, de couvrir les approches depuis Caen et d'absorber le premier poids de toute contre-attaque visant Sword. Sur la plage, l'effet a été ressenti immédiatement. Sword pouvait avancer à l'intérieur des terres sans d'abord devoir se battre pour un passage sous le feu ou s'arrêter pendant que les sapeurs essayaient d'improviser une route. Les colonnes de blindés et d'approvisionnement quittant la plage avaient un réseau routier utilisable vers Caen et les pôles et de la zone de débarquement. Grâce à cela, l'invasion est restée reliée en une seule ligne continue plutôt que de se briser en engagements séparés.
La perte des passages a privé les Allemands de leur meilleure chance de frapper l'invasion là où elle était la plus faible. La 20 et une division Panzer étaient assez proches pour menacer le flanc de Sordes, mais avec les ponts refusés, elle ne pouvait pas se déplacer rapidement ou concentrer ses blindés sur l'approche directe. La poussée rapide qui aurait pu briser la tête de pont ne s'est jamais formée à temps. Une fois cette ouverture passée, la force de débarquement est devenue trop grande et trop retranchée pour être repoussée à la mer. Le coup de main de Bénouville n'a peut-être pas gagné la Normandie, mais il a empêché qu'elle soit perdue avant le petit déjeuner.